mesdames et messieurs, quel silence religieux. Je vous remercie tous, en tout cas, d'être présents ce soir. On s'attendait à... Ma collègue me fait des signes pour parler plus fort, alors. Je vais essayer de ne pas crier, mais de parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, on va commencer cette soirée par faire une petite partie officielle pour fêter ce 50 ans de la médiathèque Valais. Et puis ensuite, on cédera la parole à Monsieur Chou pour la conférence « Ce pourquoi vous êtes venus en priorité ». Donc, comme vous êtes captifs, on va quand même vous faire un petit peu d'historique concernant cette maison, mais très court, je vous rassure. Alors, je ne sais pas si le président de la ville est ici, mais je le salue déjà cordialement, s'il va venir dans quelques minutes. Je souhaite saluer particulièrement M. Alain Dubois, chef du service de la culture, qui nous fait plaisir d'être là ce soir. M. Jean-Philippe Lanfa, chef du service de l'enseignement, également. Madame Sylvie Béglin, bibliothécaire cantonale et directrice générale de la médiathèque Valais. M. Fabio Di Giacomo, directeur de la HEP Valais-Vallis. Mesdames et messieurs les autorités en vos titres et fonctions, mesdames et messieurs les invités, chers collègues, nous nous réjouissons que vous nous fassiez l'amitié par votre présence d'être aussi nombreux à l'occasion de cette soirée particulière vouée à marquer par nos 50 ans par cet événement de conférence co-organisé avec l'un de nos partenaires. La médiathèque Valais de Saint-Maurice fête ainsi en cette année 2024 ses 50 ans de présence, de rayonnement dans et hors de Saint-Maurice. Pour rappel, la décentralisation de la bibliothèque cantonale a été rêvée, voulue par Anton Gatlen, bibliothécaire cantonal entre 1968 et 1988. Celle-ci s'est faite dans le sillage du site de Brigue, qui s'est ouvert en 1971, et celui de site de Saint-Maurice en 1974, dans le bâtiment La Vigerie, pour ceux qui s'en souviennent, proche de l'hôtel de ville et de l'abbaye de Saint-Maurice. Tout à la fois office régional de la bibliothèque cantonale, office bas-valaisan de la documentation et de l'information scolaire, ODIS, pour ceux qui s'en souviennent, bibliothèque communale de Saint-Maurice, ces missions se sont enrichies au fil des ans, tout particulièrement avec le changement de millénaire, puisqu'à l'arrivée de la Haute École pédagogique en 2001, le site devient bibliothèque spécialisée de la Haute École, puis en 2005, à la demande du lycée-collège de l'abbaye de Saint-Maurice, elle devient la bibliothèque pour les étudiants du secondaire 2. Depuis 1974, le site de Saint-Maurice officie également comme plateforme de coordination pour le développement de la lecture publique, en soutenant techniquement, aussi via des subventions, les communes qui souhaitent créer, développer, réaménager des bibliothèques communales et ou scolaires. Le Valais-Roman s'enrichit ainsi, entre 1975 et 1996, d'un grand nombre de créations de bibliothèques sous l'égide de Maurice Parvet, premier directeur du site de Saint-Maurice. J'ai ce soir une pensée émue pour Maurice, qui nous a quittés il y a près de 5 ans maintenant, notamment pour son dynamisme et l'énergie qu'il a déployée pour la création de ces bibliothèques. Sa stature, sa casquette d'officier dans l'armée, sa bonhomie a contribué fortement à l'implantation du site de Saint-Maurice, non seulement auprès des Agonoises et des Agonois, mais aussi dans tout le Valais francophone et la Romandie. Saint-Maurice s'est réorienté avec l'arrivée d'une femme en 1997 comme directrice, la première dans le cercle de direction de la médiathèque Valais, alors très masculin. Le site s'est dès lors informatisé en 1998, puis a déménagé dans les locaux du bâtiment Saint-Augustin en 2005. Il compte aujourd'hui près de 15 collaborateurs, dont 11 fixes, offre plus de 90 000 documents répartis sur 4 étages, dont du matériel spécialisé pour l'enseignement, et prête plus de 100 000 documents par année, tout en proposant un riche programme d'animation. Je souhaite ce soir, avant de passer la parole à notre chef de service, puis à notre conférencier, remercier sincèrement et chaleureusement les autorités cantonales et communales pour leur soutien indéfectible depuis 50 ans, pour le développement de la médiathèque Valais Saint-Maurice, et je souhaite également remercier l'ensemble de mes collègues d'aujourd'hui mais aussi d'hier, qui ont contribué et contribuent toujours à la construction, le maintien et le rayonnement des activités de la médiathèque Saint-Maurice.
Un clin d'œil aussi particulier, je souhaite remercier toute mon équipe, puisque le programme de ce soir, mais le programme de l'ensemble des 50 ans de cette année 2024 est un réel travail d'équipe qui permet de mettre en lumière également chacun de nos partenariats, la médiathèque Vallée Saint-Maurice ayant plusieurs partenaires, et c'est ce qui fait la richesse de ce site. À vous tous enfin, un grand merci pour votre présence et pour certains de votre fidélité. Et sans plus tarder, je passe la parole à M. Alain Dubois, chef du service de la culture. Voilà, les salutations d'usage ayant été faites, je commencerai par dire chers et chers collègues du site de la médiathèque Vallée de Saint-Maurice, chère Sylvie Deglin, directrice de la médiathèque Vallée, chère Valérie Bressou, Guérin, cher Guillaume Choup, mesdames et messieurs, quel plaisir de me trouver parmi vous ce soir, de vous retrouver si nombreuses et si nombreux pour célébrer les 50 ans du site de Saint-Maurice de la médiathèque Vallée. 50 années d'histoire, de connaissances partagées, d'inspiration. 50 années qui ont façonné nos vies et celles de cette cité, comme le souligne très justement le slogan du cycle d'animation prévu tout au long de cette année pour célébrer ce jubilé. 50 ans au cœur de la cité, j'irais même jusqu'à dire au cœur de la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Les bibliothèques sont en effet tout à la fois les portes d'accès à l'information, les gardiennes de notre patrimoine culturel, les catalyseurs de nos curiosités et de formidables facilitatrices de l'apprentissage tout au long de la vie. De l'Antiquité à nos jours, elles ont été les partenaires fidèles et essentiels de notre développement individuel et collectif. Elles ont modelé nos différentes cultures. Lieux de rencontre, d'échange et de réflexion, les bibliothèques garantissent l'accès à la connaissance et à l'information, tout en préservant nos mémoires collectives, endossant ainsi un formidable rôle de passeuse de mémoire et de culture entre les générations et les époques. Elles sont une source d'inspiration pour les chercheuses et chercheurs de notre temps et un point d'ancrage solide pour les talents de demain. La bibliothèque est avant tout un lieu qui rassemble, un espace où chacune et chacun est le bienvenu, quelle que soit son origine, sa classe sociale ou ses opinions. Où l'on y vient à tout âge et où l'on y tisse les liens entre générations. Hergé aurait dit pour les personnes entre 7 et 77 ans, j'élargirai pour ma part le spectre et dirai désormais que les bibliothèques s'adressent aux personnes de 0 à 100 ans, voire plus parfois. Et l'exemple de la médiathèque de Saint-Maurice est à ce titre particulièrement éclairant, puisque ces locaux sont fréquentés tant par les différents publics scolaires et étudiants, de la première Armos à la dernière année de la HEP, que par l'ensemble de la population agonoise. J'aimerais par ailleurs insister sur le fait que de tels espaces de dialogue sont primordiaux dans une époque fortement marquée par le rejet et la stigmatisation, voire la condamnation facile en cas de divergence d'opinion. L'actualité nous en offre, hélas, serais-je tenté de dire, de nombreux exemples tous les jours. Forum des idées et terre de débat, la bibliothèque nous offre une ouverture à l'autre et au monde, que ce soit à travers les livres ou grâce aux nombreuses conférences ou autres cafés littéraires qui sont organisés tout au long de l'année. Et j'ai pour ma part un rapport privilégié avec la médiathèque Vallée Saint-Maurice. À part le coin lecture aménagé par mes instituteurs à l'école primaire, c'est la première bibliothèque que j'ai fréquentée de manière assidue. Mon histoire avec l'institution a débuté dans les anciens locaux de la Vigerie, durant mes années au cycle d'orientation, puis au collège de Saint-Maurice. Je m'y rendais systématiquement tous les vendredis soirs avant mon cours de solfège, afin de lire et relire mes bandes dessinées favorites. Et c'est d'ailleurs grâce à la médiathèque Vallée Saint-Maurice que j'ai pu constituer ma culture classique dans le domaine. C'est ensuite au sein de ces mêmes locaux que j'ai fait mes premières recherches dans la salle de travail, toujours guidé par Maurice Parvet, qui, je peux l'avouer aujourd'hui car il y a prescription, outrepassait allègrement son rôle de directeur en nous aidant notamment à rédiger nos travaux, voire nos dissertations. Et pour coller à la thématique de ce soir, sachez que c'est également à la médiathèque de Saint-Maurice que j'ai découvert Internet pour la première fois. Je me souviens parfaitement de ma fascination d'avoir tout à coup accès à un univers immense, tout en ressentant une certaine frustration
voire un immense abîme, car je ne savais alors pas vraiment qui rechercher ou comment m'y prendre, à une époque où Larry Page et Sergey Brin débutaient leur doctorat en sciences de l'informatique et en sciences de l'information et commençaient leur recherche sur un moteur qui allait devenir le plus connu au monde. Les premières recherches s'apparentaient donc à des explorations plus ou moins hasardeuses, et de cette époque à celle de ChatGPT, vous conviendrez qu'il y a tout un monde. Notre monde, justement, vit des bouleversements sans précédent à une époque où la technologie redéfinit sans cesse notre manière d'accéder à l'information et de la communiquer. La numérisation a tracé de nouvelles voies, offrant des possibilités insoupçonnées, mais posant également des défis inédits. Dans ce paysage en constante mutation, les bibliothèques doivent sans cesse s'adapter pour rester pertinentes et accessibles à toutes et à tous, et surtout nous aider à trier le bon grain de livret informationnel. Les intelligences artificielles, ChatGPT en tête, représentent une nouvelle frontière dans l'accès à l'information et à l'assistance intellectuelle. Mais si ces outils peuvent répondre à une variété quasi infinie de questions et nous aider à résoudre des problèmes complexes, ils ne peuvent et ne doivent surtout pas se substituer au rôle des bibliothèques qui donneront toujours accès à une information certifiée. À mon sens, nous devons ainsi envisager les intelligences artificielles comme un complément, une sorte d'extension numérique des services de base offerts par les bibliothèques. Les bibliothécaires continueront à guider les utilisateurs vers des ressources pertinentes, à répondre à leurs interrogations ou encore à les encourager dans la découverte de nouvelles idées. Ensemble, bibliothèques et intelligence artificielle peuvent donc créer une expérience d'apprentissage enrichie, accessible à toutes et tous, quel que soit leur lieu de résidence ou leur origine. Car ces problématiques, vous en conviendrez toutes et tous, nous touchent au quotidien. Rares sont en effet les secteurs d'activité qui n'ont pas encore été chamboulés par les possibilités toujours plus poussées de l'intelligence artificielle. Et face à la profusion des outils et à la rapidité de leur évolution, il est parfois compliqué de suivre le rythme. Je me réjouis donc particulièrement d'entendre ce que M. Tchouk nous dira à ce sujet dans quelques instants. Mais avant de lui passer la parole, je tiens à saluer et à remercier vivement et très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué et contribuent au quotidien à faire de la médiathèque Vallée Saint-Maurice une institution dont les compétences sont connues et reconnues, loin à la ronde, depuis maintenant 50 ans. À commencer par sa directrice, Valérie Bressou-Guérin, ainsi que son illustre prédécesseur, Maurice Parvé, qui constituent les deux premiers maillons d'une chaîne qui, je l'espère, perdurera dans le temps avec la même solidité. Les remerciements vont également à tout le personnel dévoué, sans qui rien ne serait possible, à l'ensemble des partenaires institutionnels et culturels, et bien sûr aux étudiantes et aux étudiants, aux habitantes et aux habitants de Saint-Maurice et de la région, qui ont contribué par leur présence à faire de ce lieu un foyer de savoir et d'inspiration. Que la médiathèque Vallée Saint-Maurice continue d'être un repère stable dans un monde en constante évolution, et puissions-nous embrasser ces services et les opportunités offertes par la numérisation pour enrichir à la fois nos vies et nos esprits. Merci beaucoup de votre attention et surtout longue vie à la médiathèque Vallée Saint-Maurice. Parmi les partenaires de la médiathèque Vallée Saint-Maurice, il y a évidemment la commune, c'est le premier partenaire, mais le partenaire le plus actuel aujourd'hui par rapport à nos activités et la modernisation des ressources, c'est la Haute École pédagogique avec qui on travaille main dans la main pour accompagner les étudiants en formation, mais aussi les enseignants qui le souhaitent pour avoir du matériel. Mais aujourd'hui, le matériel, il se transforme, il se numérise. Et effectivement, l'intelligence artificielle vient bouleverser un petit peu notre manière de fonctionner. Donc j'invite M. Guillaume Tchouk, qui nous fait l'amitié de participer à ces 50 ans de la médiathèque, en nous proposant une conférence sur comprendre l'intelligence artificielle. Et j'espère qu'à la fin, on aura tous au moins progressé dans cette compréhension de cette intelligence artificielle. Alors je vous souhaite une bonne conférence. On monte un truc, quoi, pas ah bah lui il bricole des trucs, allez hop. En soi, moi je trouve marrant. Voilà, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez jusqu'au fond. Superbe.
Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cette conférence. Merci beaucoup à la médiathèque pour l'accueil et pour l'organisation de cette conférence et de cette soirée. Alors le titre « Comprendre l'IA, ChatGPT et ses implications », c'est beaucoup, comprendre, mais on va essayer d'en comprendre au moins une partie et puis d'avoir une vue d'ensemble assez rapide pour pouvoir avancer sur ce chemin qui est assez nouveau quelque part. Et on verra comme quoi qu'il est nouveau, mais qu'on peut aussi l'éclairer via les leçons du passé. Alors, au point de vue du plan, on va essayer d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une vue d'ensemble. Ça ira relativement vite. J'ai fait le choix qu'on voit un petit peu de tout, qu'on ait une perspective générale. Je vais essayer de ne pas trop vous assommer avec des aspects techniques ou avec des éléments trop complexes. Le but, c'est vraiment d'avoir une impression, une vue d'ensemble de ces éléments. Avec tout d'abord le contexte, les origines, comment ça fonctionne de manière assez sommaire, les capacités, qu'est-ce que c'est capable de réaliser à l'heure actuelle, comment l'utiliser, limites et questions éthiques, qui est un élément extrêmement important, et puis les perspectives pour la suite. On prend acte, qu'est-ce qu'on fait après? Tout d'abord, si on devait retenir deux choses de cette conférence, et puis pour clarifier dès le début deux éléments, il y a le 30 novembre 2022 et l'IA fut. C'est comme ça que je l'ai intitulé. C'est un peu l'impression qu'on a. On se dit, ah, l'IA est apparue le 30 novembre 2022 avec ChatGPT de OpenAI qui a été rendu accessible à tout le monde du jour au lendemain. C'est faux. ChatGPT et les IA existaient depuis bien longtemps, et on le verra tout à l'heure, j'expliquerai un petit peu la genèse de l'IA, d'où elle vient, et puis c'est pas depuis le 30 novembre qu'elle est apparue comme par miracle. Et puis deuxième chose, souvent les perspectives envisagées dans les médias ou dans les discussions que j'entends parfois, c'est soit on va tous mourir, c'est la fin de l'humanité, avec des références, bien entendu, à beaucoup de films qu'on connaît tous, comme Terminator ou autres, où justement, c'est anxiogène. Et puis les médias, bien entendu, accentuent ça avec un certain sensationnalisme. Et puis on a l'extrême inverse avec « c'est un miracle, ça va régler tous les problèmes de l'humanité ». C'est faux aussi. C'est vraiment deux choses, je pense, ces deux extrêmes qu'on entend assez souvent et qui sont vraiment faux. Ce n'est pas ça la réalité de l'intelligence artificielle, et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer et vous expliquer par la suite, en essayant de prendre du recul, en essayant de voir un petit peu d'où ça vient, et puis quel parallèle on peut faire avec d'autres éléments qu'on connaît. Pour prendre un peu de recul, j'aimerais faire d'abord un petit recul historique, et faire un parallèle avec des évolutions technologiques qui ont déjà eu lieu, et qui peuvent nous enseigner peut-être comment faire face à cette nouvelle évolution technologique. Parce que l'humain, c'est connu, a toujours voulu développer des nouveaux outils. Et puis, plus on a eu d'énergie, plus on a eu de nouvelles sources d'énergie, plus on a pu développer des outils. Parce qu'il faut bien rappeler une chose, l'humain, tout seul, marche à 5 km/h et peut porter environ 55 kg selon les règles qui encadrent le travail en Suisse actuellement. Ce qui est relativement peu en fait. Et puis on a tout de suite, si on prend en considération cette thématique du transport, on a assez rapidement essayé de trouver des solutions. On a inventé la roue, on a utilisé des animaux, etc. Et dès qu'on a pu, on a inventé des machines. On le voit avec l'une des premières locomotives performantes en 1850, qui atteignait les 120 km/h à vide, et qui pouvait tracter jusqu'à 60 tonnes. On a déjà une belle progression par rapport à un humain tout seul. Et puis après, en 1908, on a une industrialisation, une mécanisation, presque une automatisation aussi de certains actes, qui permet de massifier la production, de créer des voitures à la chaîne, et puis d'avoir un moyen de transport accessible à tout le monde, qui va à 65 km/h, à peu près comme un cheval au galop, et qui peut porter environ 400 kg, donc 4 passagers et quelques bagages. Évolution assez importante en quelques années. Et puis, ici, en 1969, donc regardez bien les dates, 1850, 1969, on est une centaine d'années, un peu plus d'une centaine d'années plus loin, on a Apollo, mission Apollo, on va sur la Lune,
avec une fusée qui fait du 6000 km/h, qui peut porter 140 tonnes et qui elle-même pèse 3000 tonnes. Évolution absolument fulgurante qui a été effectuée grâce aux sources d'énergie qu'on connaît, pétrole, gaz, charbon, etc. Ce parallèle, je le trouve très intéressant pour justement éclairer le chemin à venir avec les technologies numériques de l'information. Ici, on est sur le transport des personnes, le traitement des marchandises, et puis les technologies numériques, les technologies de l'informatique et de l'intelligence artificielle permettent justement quelque chose de similaire, mais avec de l'information quelque part. Et puis, les constats et les conséquences, en tout cas pour la mécanisation, l'automatisation et le transport de plus en plus performant, on les connaît. Et ces constats, si on regarde bien, on peut faire quasiment les mêmes avec les technologies numériques ou avec l'IA. On peut faire plus vite, pour plus de monde. On peut faire des choses nouvelles qui étaient impossibles auparavant. On ne pouvait pas aller sur la Lune. Et jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire générer du texte ou discuter avec une machine, ce qui est possible aujourd'hui. Le marché de l'emploi se transforme, évidemment. On n'a plus besoin de personnes qui peuvent porter 55 kilos. On peut avoir des machines qui portent des tonnes en une fois. Donc, accélération de la globalisation. Et puis, ça engendre des défis éthiques. Une interdépendance croissante entre nous et vis-à-vis des machines. Un impact environnemental. On le comprend bien aujourd'hui avec justement l'atmosphère qui est de plus en plus polluée. Une transformation de l'accès à l'éducation. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, aller faire des études à Lausanne ou à Paris, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Une accélération des progrès technologiques, vu qu'un progrès technologique en amène un autre. Et puis, ça soulève aussi des questions de sécurité. On a traversé cette période-là et on a établi des règles, on a établi des lois, il y a un code de la route, il y a des manières de régler tout le commerce international. On sait exactement combien de poids on peut mettre sur quelle voiture, on sait qui a le droit de conduire, qui a le droit de conduire jusqu'où, etc. Cet enseignement-là, à mon avis, peut être important et peut être important aussi à garder en tête pour la suite des informations que vous allez recevoir tout à l'heure. Donc le processus, en fait, qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est que les processus manuels ont été mécanisés puis automatisés. Du coup, ça, on connaît, on voit un petit peu ce à quoi ça aboutit. Et puis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les processus cognitifs sont progressivement aussi automatisés. Jusqu'à maintenant, ce qui se passait dans un cerveau, on avait beaucoup de mal à le simuler ou à le créer autrement. On avait des ordinateurs qui pouvaient nous aider, et maintenant, on va un cran plus loin avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un processus qui s'inscrit dans la continuité de notre histoire, et c'est ça que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'il y a un avant, un après intelligence artificielle, un avant, un après ChatGPT, mais au final, c'est vraiment dans la continuité de notre histoire et de la nature humaine quelque part. Et puis, petit fun fact, on est dans un phénomène d'accélération, évidemment, parce que pour ChatGPT, on a eu 1 million d'utilisateurs en 5 jours, alors que pour Instagram, il a fallu plus de 2 mois. Et puis aujourd'hui, donc en décembre 2023, c'est les derniers chiffres, on a 180 millions d'utilisateurs de ChatGPT. À savoir que ChatGPT est une des intelligences artificielles et qu'il y en a bien d'autres disponibles. Donc, d'où nous vient cette intelligence artificielle? Personne n'a inventé l'intelligence artificielle du jour au lendemain. Par contre, on a eu des pionniers. Un des pionniers les plus importants, c'est Alan Turing, qui est mort relativement jeune et qui, dans les années 50, a beaucoup travaillé sur les prémices de l'intelligence artificielle, car il faisait le postulat que ce qui peut être calculé par un être humain peut également l'être par une machine. Donc c'est vraiment faire le postulat qu'un cerveau humain et que les activités, que les tâches qu'un cerveau humain effectue peuvent aussi être réalisées par un ordinateur. Et à partir de cette idée-là, se sont construits les possibles autour de l'intelligence artificielle. Et il a créé un test, le test de Turing, qui est extrêmement connu et qui permet d'évaluer une intelligence artificielle en essayant de voir à quel point elle peut réagir comme un humain. Donc on essaie vraiment de mimiquer, de simuler l'humain. Et puis j'aime bien ces photos ici, parce qu'on voit vraiment que c'est vraiment les technologies des années 50 qui ont permis les prémices de l'informatique, et on voit que c'est vraiment quelque chose d'assez laborieux, que ça ressemble plus à une usine ou à des espèces de
de machines très très bizarres par rapport à l'ordinateur qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, si on fait encore un petit peu d'histoire par rapport à la suite, qu'est-ce qui est arrivé après Alan Turing? Je ne vais pas détailler chaque élément. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu des âges d'or et des hivers de l'intelligence artificielle. Il y a eu des âges d'or où on a investi de l'argent, on a vu des perspectives, on a vu du potentiel et on est allé à fond. Typiquement ici avec le test de Turing, avec les premiers chatbots qui ont émergé dans les années 50 jusqu'aux années 70. Et puis après, il y a eu des hivers. Les hivers, bien souvent, étaient provoqués parce qu'on arrivait aux limites de ce qui était possible techniquement. On n'avait plus assez de capacité de stockage, on n'avait plus assez de capacité de calcul, on n'avait plus les algorithmes assez évolués. Et puis du coup, on avait des hivers jusqu'à ce que les puissances de calcul deviennent suffisantes pour pouvoir progresser. C'est ce qu'on a en 1993 avec les premiers succès, avec Deep Blue Bot, peut-être que vous connaissez, c'est l'intelligence artificielle qui a battu le champion du monde d'échecs. Et du coup, ça, c'est ce qui a vraiment un des premiers éléments très concrets qui a permis de populariser l'intelligence artificielle. Et puis ici, avec les nouveaux processeurs, les nouvelles capacités de stockage, on a vraiment une accélération des phénomènes liés à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve de l'IA? Parce que c'est bien joli, on nous dit, bon, il y a de l'IA partout, ça s'est développé depuis les années 50, mais elle est où? Un des premiers éléments très concrets, c'est tout ce qui est de la conduite assistée, conduite autonome des véhicules ou des aspirateurs, par exemple. Ça capte des informations, ça les traite et ça prend des décisions. Je vais à droite, je vais à gauche, je vais tout droit, je m'arrête, on ne sait pas. Donc vraiment, tout ce qui est de l'autonomie. Deuxième élément, c'est dans tous les services que vous consultez parfois, les réseaux sociaux, YouTube, Netflix, parce que tous ces services accumulent une quantité de données astronomiques pour que vous n'ayez pas à choisir ce que vous allez regarder. Ce n'est pas vous qui choisissez ce que vous regardez sur Netflix, Instagram, Facebook. C'est un algorithme. Et cet algorithme fonctionne sur une base d'intelligence artificielle pour décider à votre place ce que vous allez regarder et pour être sûr que ça vous plaira. Donc ça analyse quel like vous avez fait, qu'est-ce que vous avez aimé, avec qui vous êtes en contact, sur quelle image vous avez passé le plus de temps, quand vous vous connectez, à quelle heure, quel âge vous avez, etc. Ça prend toutes ces données et puis ça vous propose du contenu qui potentiellement vous intéressera. Donc ça, c'est les éléments les plus visibles qu'on connaît déjà depuis un certain temps. Et puis il y a des éléments un peu plus émergents, un peu plus cachés. La reconnaissance faciale, avec le doux nom de Face ID par exemple pour Apple. Il faut une intelligence artificielle pour reconnaître un visage, parce que ce n'est pas toujours la même photo. Le visage est toujours un peu différent, avec une autre grimace, avec un autre sourire ou avec une autre lumière. Les IA liées à la santé, on le verra, ça a un fort potentiel. Les robots de trading, donc pour tout ce qui est de l'économie, ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Par exemple, BlackRock, qui est un des plus grands fonds d'investissement mondiaux, fonctionne déjà largement à base d'IA, avec une IA qui engrange un maximum d'informations et sur cette base promulgue des conseils sur où, quand investir, etc. IA pour la cybersécurité, pour pouvoir être un peu plus sûr, gestion des relations clients pour les grandes entreprises, générer des images et générer de la vidéo, comme on le verra tout à l'heure. Et depuis novembre, on a les LLM, Large Language Model, qui sont rendus populaires par ChatGPT. Ce n'est pas qu'ils n'existaient pas avant, mais c'est qu'ils ont été rendus accessibles à tout le monde du jour au lendemain. Jusqu'à maintenant, c'était confidentiel, c'était quelques laboratoires, quelques outils. Et du jour au lendemain, ça a été accessible à tout le monde et on verra qu'est-ce qui a vraiment changé avec ChatGPT. Tout d'abord, le fonctionnement. En très bref, une intelligence artificielle, il lui faut d'abord un temps d'apprentissage. On va lui donner énormément de données, de texte en général, qui va être travaillé, que l'intelligence artificielle va travailler pour pouvoir identifier chaque mot, classer, organiser, catégoriser les mots, catégoriser les concepts, catégoriser les morceaux de mots, pour pouvoir ensuite créer des liens entre les mots et trouver des régularités, compréhension des patterns après. Donc les liens et les régularités, par exemple, après cette question, on a souvent ce type de réponse-là. Après ce mot, on a souvent ce mot-là. Et créer des règles entre les mots. Et on a cette image ici qui représente un petit peu ce que pourrait être une IA. Ça veut dire qu'on a quelque chose en plusieurs dimensions, avec des vecteurs entre les morceaux de mots, qui permettent pour chaque morceau de mot de savoir avec quel autre morceau de mot il est lié. Par exemple, si on imagine maison, maison va être proche de chaise, table, fenêtre, etc.
Et puis, du coup, on sait que c'est des mots qui vont apparaître plus ou moins ensemble, ou qu'il y a des chances que ça apparaisse ensemble. C'est bien sûr d'une complexité bien plus importante pour pouvoir créer du discours. Et ensuite, ça génère des réponses. Ces générations de réponses, le mot est très important parce que ça ne comprend pas ce que ça dit. Ça génère une réponse probable. C'est des probabilités. Donc, selon les mots de la question, le plus probable comme premier mot, c'est celui-là. Le plus probable comme deuxième mot, c'est celui-là. Le plus probable comme troisième mot, c'est celui-là. Mais l'IA n'a aucune conscience de ce qu'elle écrit. Il n'y a aucune intelligence derrière. Et du coup, l'IA hallucine très souvent, parce qu'elle crée du contenu qui n'a rien à voir, parce que c'était ce qui avait de plus probable selon ses statistiques. De moins en moins, plus les modèles sont performants, mais ça reste de la génération. Et du coup, ça simule un discours, mais ce n'est pas un vrai discours. Et puis ensuite, quelque chose de très intéressant qu'il y a sur beaucoup d'IA, c'est qu'elle s'améliore en continu en fonction des interactions et du fonctionnement. Plus une voiture roule, plus elle engrange d'informations, plus elle apprend. Plus on interagit avec un chatbot, on discute. Quand on discute, on donne des informations à l'IA. On lui explique des choses, on lui pose des questions, on lui donne des documents. Elle apprend de tout ça, elle apprend de ces interactions avec des renforcements positifs. Par exemple, on met un petit pouce en haut, où on dit « Ah, bah, c'est une bonne réponse », ou on continue à discuter, donc elle interprète ça comme une bonne réponse, et ça la renforce dans une direction ou une autre. Voilà en très bref. Et puis c'est bien Large Language Model, LLM. Pourquoi? Parce que les chatbots, il y en avait plein, mais ils étaient petits, et ils servaient pour un domaine très précis. Par exemple, pour que la médiathèque de Saint-Maurice, et dès qu'on sortait, on parlait d'autre chose, c'était fini, on ne pouvait plus discuter avec. Et là, la grande différence, c'est que c'est un Large Language Model, et on verra après, c'est vraiment très large. Ça veut dire qu'on peut parler de tout avec. Et l'IA est ni intelligente, ni artificielle. Ici, c'est un prompt que j'ai fait cette semaine. Je lui ai demandé combien de S il y a dans ketchup. Il y a un S dans ketchup. Ça, c'est ChatGPT 4, la dernière version, payante, cette semaine. Et je trouve que ça illustre bien cette génération de texte. Il ne comprend pas ce qu'il écrit. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a un S? Tout simplement parce qu'il ne sait pas, donc il invente. Pourquoi? Parce que les données avec lesquelles il a été entraîné ne contenaient pas ketchup contient aucun S. Il n'a pas l'information et il invente. Parce que le plus probable, quand on demande combien il y a de S dans un mot, c'est qu'il y en ait un, deux, voilà, ou pas. Et on peut faire l'expérience avec plein d'IA. Des fois, il dit qu'il y a un S, des fois pas, des fois deux, c'est égal. Et puis, ça n'a rien d'artificiel, parce que derrière l'IA, il y a des choses très concrètes. Il y a des montagnes de data centers. Un data center, c'est quoi? C'est des bâtiments de la taille d'une usine, dans lesquels il y a des milliers d'ordinateurs, pour pouvoir stocker l'information, traiter l'information, calculer les probabilités pour que chaque mot soit dans le bon ordre et veuille dire quelque chose. Et puis, par exemple, ici, on a le data center, le plus gros de Suisse. Il est à Gland. Et il consomme autant que 26 000 habitants. Des data centers comme ça, alors pas forcément aussi gros, mais aussi d'autres aussi beaucoup plus gros, il y en a plus de 10 000 dans le monde, dont certains qui font plus d'1 million de mètres carrés. Donc ça a une consommation électrique énorme. Bien sûr, ce n'est pas que pour l'IA, ces data centers. C'est pour Netflix, c'est pour YouTube, c'est pour les mails, c'est pour vos photos sur le cloud, etc. À savoir que, bien entendu, l'IA, ça consomme beaucoup parce qu'il faut beaucoup stocker et beaucoup calculer. Et en deuxième position, c'est la vidéo à la demande qui consomme beaucoup. Donc Netflix, etc., YouTube. Donc qu'est-ce qui a changé avec ChatGPT qu'il n'y avait pas avant? Parce qu'il y a quand même eu un avant et un après. Il y a un avant où l'IA, on ne savait pas trop ce que c'était. Et puis un après où tout le monde en parle, et puis c'est dans tous les journaux, et puis il y a tout le monde qui essaye, etc., qui regarde ce que c'est. Bon, du coup, on va revenir un tout petit peu en arrière dans le temps avec les tout débuts de ChatGPT en 2018. En 2018, OpenAI a créé le premier modèle GPT. Et puis ici, sur l'autre axe, l'axe vertical, on a le nombre de paramètres, donc le nombre de briques d'informations, donc de mots, de bouts de mots ou de bouts de mots, qui sont contenus dans le modèle. Donc ici, on a le premier qui a, on ne voit même pas combien ça fait de paramètres. Ensuite, en 2019, on a le deuxième, ChatGPT 2, qui est pas beaucoup plus haut, peut-être 1000 millions de paramètres. Et puis,
quand on avance ici, on voit qu'il y a d'autres intelligences artificielles, d'autres entreprises. Et puis, ce qui a beaucoup changé, c'est que ChatGPT 2, c'est le même graphique, hein, c'est juste que j'ai rallongé parce que sinon on ne voit pas ce qu'il y a là. Donc ChatGPT 2, janvier 2020, ChatGPT 3, juin 2020. Fois 100 le nombre de données, donc le nombre de paramètres dedans. Donc en fait, ce qu'ils ont fait OpenAI, ils ont fait, bon, les IA, les chatbots, ça marche. Par contre, ce n'est pas un assez large language model, c'est trop petit. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose que ce qu'on faisait avant, mais avec beaucoup plus de données. Et ça a marché. C'est ce à quoi on a eu accès en novembre 2022, c'est ChatGPT 3.5, c'est plus ou moins le même nombre de données. Et puis, c'est assez gigantesque. Et puis, ce qui est encore plus gigantesque, c'est ChatGPT 4, en mars 2023, qui n'est même pas sur ce graphique, qui a 500 fois plus de paramètres que ChatGPT 3. Ça veut dire que si on devait avoir un graphique qui démontre ça, et qu'on estime que ça fait à peu près 1 mètre, ce serait 500 mètres plus haut sur le même graphique. Donc, je n'ai pas fait l'effort de faire un graphique de 500 mètres de haut. Mais on a vraiment beaucoup plus de données. En termes de chiffres, hein, ici, on a le 1 avec 120 millions de paramètres, le 2 avec 1500 millions de paramètres et le 3 avec 175 milliards de paramètres. Et on passe à ChatGPT 4 avec 100 000 milliards de paramètres. Notre cerveau n'est pas fait pour imaginer ce genre de chiffres. C'est normal que votre cerveau il bug, le mien aussi. C'est juste beaucoup trop. Mais ce qu'on constate, c'est vraiment ça. Hein. C'est l'avant et l'après. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'il y a beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de possibles. Du coup, ça sert à quoi? Beaucoup de personnes qui vont tester se disent « bon, c'est un chatbot ». En plus, ça se présente comme un chat, comme un WhatsApp en fait. Donc on se dit « bon, bah, c'est quelqu'un ». Ça personnifie un petit peu l'outil, on a l'impression que c'est quelqu'un. Et du coup, on fait quoi? On fait « salut, ça va ?» La personne, elle dit « oui, ça va bien ». Puis on se dit « bon, bah, on peut discuter, c'est super ». Donc oui, ça génère du texte. Ça génère des images aussi, des dessins et des films, on le verra tout à l'heure. Mais pas que. C'est pour ça que, justement, dans la suite, je vais vous montrer justement un petit peu les possibles qui sont assez énormes et qu'on ne voit pas forcément du premier coup quand on travaille avec. Parce que cet outil il simule certaines tâches cognitives. C'est bien ça le but. Hein. On l'avait vu avec Turing. C'est vraiment, on essaye de simuler une activité, des tâches cognitives. Mais c'est bien une simulation, ça n'a pas de compréhension. Et puis, du coup, les possibles sont vastes. On peut vraiment aller, ça peut expliquer des informations, ça peut organiser des informations, créer du contenu, toutes sortes de contenus, texte ou images, démontrer des choses, synthétiser. On peut lui demander de synthétiser aussi des PDF, des Word, tout ce qu'on veut, des sites Internet. On peut évaluer, évidemment, guider, critiquer, traduire, structurer, calculer, analyser. Donc les possibles sont très très vastes, surtout avec des IA qui sont potentiellement spécifiques à certains domaines, par exemple. Et puis, point de vue accomplissement, c'est là qu'on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est capable de faire concrètement cette IA. Ici, du coup, on a sur le site de ChatGPT, de OpenAI, ils ont un graphe ici où tout ça, c'est tout plein d'examens qu'ils ont essayé de faire passer à l'IA. Ici, on a en bleu ChatGPT 3.5 et en vert le 4. Ici, on a des examens de psychologie, d'histoire, de maths, d'écriture, etc. Et puis ici, j'ai mis une petite flèche. Pourquoi? Parce que c'est l'examen du barreau aux États-Unis pour devenir avocat. On voit que ChatGPT 3.5, il a réussi l'examen, mais il était dans les 10% les plus faibles. ChatGPT 4, il a réussi, il était dans les 10% les meilleurs. Donc l'IA a réussi l'examen du barreau haut la main aux États-Unis. Autre accomplissement et performance qui peuvent être intéressantes, dans le domaine médical. On a un projet ici en Suisse à l'EPFL qui est sorti dernièrement, où ils ont créé une intelligence artificielle spécifique au milieu médical pour répondre aux questions, pour analyser des anamnèses, pour pouvoir faire des diagnostics, pour aider les médecins surtout à avoir quelque chose de plus précis. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais il y a une autre expérience qui a été faite, où en fait ils ont demandé à ChatGPT de répondre à des questions de patients ou à des symptômes dits par des patients, et après les interactions entre le patient et le médecin ou le patient et ChatGPT ont été analysées. Ils ont évalué si c'était plus précis le médecin
est plus empathique, le médecin ou l'IA? Et le constat est sans appel. L'IA était plus précise et plus empathique que les médecins humains. Pourquoi? Parce que l'IA, simplement, elle ne se fatigue pas de dire « Oh, je suis désolé d'apprendre que vous allez mal et que c'est très difficile. Vous voyez, vous pouvez faire ci, ça, et votre bilan, ça peut être ça. Vérifiez tout de même avec un médecin. » Et voilà. Le médecin qui traite des dizaines de dossiers par jour a peut-être moins cette patience et cette rigueur pour avoir cette empathie. Et puis, point de vue précision, voilà, on est face à un humain, on n'a pas toujours la même rigueur. Bien entendu, ça ne remplacera jamais un médecin, on est d'accord. Ça peut aider un médecin, mais ça questionne quand même pas mal. Autre accomplissement, et que j'ai pu tester moi-même, à la HEP, une partie de mon travail, moi je suis chargé d'enseignement à la Haute École Pédagogique, je m'occupe principalement des questions d'éducation numérique et de e-learning. J'ai oublié de me présenter au début d'ailleurs. Et puis, une partie de mon travail aussi, c'est de diriger les mémoires de bachelor des étudiants. Et du coup, je me suis dit, mais mémoire de bachelor, c'est créer du texte. L'IA peut créer du texte. À quel point est-ce que l'IA peut être utile pour un mémoire de bachelor? Du coup, je me suis fait un petit tableau ici où j'ai mis les différentes parties du mémoire, problématiques, cadres conceptuels, questionnements, méthodologie, etc. Je me suis dit, tiens, je vais regarder pour chacun le potentiel et pour chacun les limites et s'il y a un risque de triche éventuel. Je ne vais pas détailler tout ça, mais ce qui a été très très surprenant, c'est que pour réaliser les 35 pages du mémoire, il m'a fallu 2h30. La qualité n'était pas là, hein. C'était pas terrible. Mais moyennant des heures de relecture, d'affinage, on peut éventuellement avoir quelque chose peut-être qui passe. Le potentiel, absolument énorme, pour générer du texte, pour affiner, pour questionner, pour expliquer des contextes, pour expliquer des concepts, pour être guidé dans la tâche et le projet du mémoire, pour pouvoir échanger, brainstormer, pour pouvoir aussi donner du texte que l'IA critique, donne des idées, pour donner des idées de méthodologie, et évidemment pour générer des morceaux de texte complets. Les limites. Entre le moment où j'ai fait cet exercice, c'est-à-dire l'été passé et aujourd'hui, il y a déjà une bonne partie des limites, telles que aller chercher des sources, avoir l'article précis, avoir des vrais auteurs, des vrais titres, etc., qui était une vraie limite. Maintenant, c'est déjà plus une limite. Donc le constat que je fais, c'est que les limites disparaissent très rapidement, parce que les technologies avancent aussi très rapidement. Donc ça, c'est vraiment un des constats que je peux faire. De nouveau, je ne vais pas dans le détail. Si jamais, vous pouvez aller voir la conférence que j'ai faite pour Cyberlearn HESSO sur cette thématique. Et puis, le risque de triche. Absolument gigantesque. On peut faire rédiger un mémoire complet à ChatGPT, d'autant plus que, de nouveau, une des limitations, c'est que je ne pouvais pas générer plus de texte que de temps à la fois. Donc, je devais faire des pauses pour que l'IA m'autorise à continuer à taper du texte et à créer du texte. Maintenant, moyennant un abonnement 5 francs plus cher, il peut générer beaucoup plus de pages à la fois. Donc, d'ici 6 mois, il pourra créer un mémoire complet, j'imagine. Donc voilà, ça c'est une aubaine, quelque part, pour la recherche, pour la rédaction académique, parce qu'on peut aller plus vite, on peut faire plus, on peut avoir plus de précision, on peut se faire expliquer les choses, on peut être guidé. Le potentiel est énorme, c'est un outil absolument formidable. Par contre, ça questionne aussi beaucoup sur comment est-ce qu'on fait pour attester des compétences, comment est-ce qu'on fait pour attester d'un texte qu'on demande à faire à l'école, comment on fait pour dire mais cette rédaction c'est toi qui l'as fait ou c'est l'IA, ou etc. Et justement, le mémoire de bachelor, ça comprend un petit peu tous les styles d'écriture quelque part, et quel que soit le style, ça fonctionne très bien, y compris par exemple pour générer des données. Ici, il y avait résultats et conclusions, données et analysées. Il a généré des comptes rendus d'entretien, il a généré même les transcriptions d'entretien. Donc voilà. Donc on peut simuler des données, ce qui est génial. Parce que du coup, simuler des données, ça veut dire pouvoir tester un dispositif avant même d'aller chercher des données. Voilà. Et puis, d'un point de vue éducation, ce que je trouve fascinant d'un point de vue enseignant, c'est à l'heure actuelle, aide à la création de contenu pédagogique. Ça, c'est quelque chose que je trouve absolument formidable, parce qu'on peut lui demander de créer des exercices, des textes, des jeux spécifiques pour la branche, pour le niveau, pour un élève, etc. Préparation des cours, créer des planifications, trouver des idées d'activités, organiser une matière, etc. Aide à la correction. On peut lui donner des textes et lui demander, analyse ce texte selon ces critères et fait ressortir ce qui est bien, ce qui est moins bien.
aide à la personnalisation de l'apprentissage, parce que là, si on a un élève, je ne sais pas, dyslexique, on peut demander, voilà, crée cet exercice-là, adapte-le pour un élève dyslexique qui aime le foot, comme ça il y a un petit peu de thématique foot par exemple avec. Et puis dans un futur proche ou lointain, on ne sait pas, automatisation de l'évaluation, évaluation pas forcément sommative, hein, ça peut être aussi juste suivre les progressions de l'élève, lui rendre compte un petit peu de où il en est, détection précoce des difficultés, savoir tout de suite si un élève a besoin d'aide dans une matière ou dans un domaine, ou etc. Et puis tuteur personnel IA, donc avoir en permanence quelqu'un qui suit, enfin une IA qui suit chaque élève pour avoir un aperçu de où il en est. D'un point de vue apprenant, je pense qu'il y a aussi énormément de potentiel pour l'aide à la rédaction, évidemment. La langue française est extrêmement complexe, extrêmement difficile à appréhender. Ça peut être une aide extraordinaire pour des personnes qui ont du mal justement à avoir une syntaxe exacte, une orthographe exacte, etc. Ça peut être un soutien pour pouvoir organiser ses idées. Aide à la traduction, les traductions sont très très bien. Aide à la recherche, pour rechercher une info, rechercher un concept. Et puis, aide à la compréhension des notions, parce qu'on peut lui demander à peu près n'importe quelle question, vous l'avez peut-être déjà testé, et il peut y répondre. Et il peut y répondre surtout au bon niveau. C'est ça la grande différence de l'IA, et je pense que c'est ça aussi le potentiel de l'IA d'un point de vue pédagogique, parce que c'est quoi la pédagogie? C'est s'adresser à quelqu'un et le rencontrer. Ça veut dire que l'explication qu'on va lui donner, la matière qu'on va lui donner, ce sera à son niveau. Si on prend par exemple Vygotsky et la zone proximale de développement qui illustre bien ça, c'est justement on va être pile au bon niveau, il va pouvoir l'appréhender, ce ne sera pas ennuyeux, parce que ce ne sera pas trop dur ni trop facile. Et l'IA peut faire ça, on peut dire je veux expliquer ce concept pour un enfant de 10 ans ou pour un enfant de 8 ans, et il fait la différence et c'est très précis. Et puis dans un futur proche ou lointain, entraînement personnalisé, donc on peut avoir une IA personnelle qui entraîne l'élève, relancer feedback personnalisé. Les feedbacks, c'est un élément crucial pour pouvoir apprendre. C'est les feedbacks qui permettent d'apprendre. Parce que quand on fait quelque chose, c'est justement le retour sur cette production qui va nous donner les informations nécessaires pour dire la prochaine fois, c'est ça que je dois améliorer. Et ces feedbacks, un enseignant ne peut pas en donner 150 par cours, alors qu'une IA ou un robot peut. Et puis, un professeur virtuel accessible 24 heures sur 24 pour les devoirs, pour apprendre, etc. Voilà pour l'aspect éducation. Je pense qu'il y a des potentiels gigantesques. Par contre, il y a aussi, effectivement, on l'a vu, des risques de triche, etc. Et j'aimerais revenir justement sur le parallèle sur les transports. C'est une puissance énorme. On a un outil extraordinaire. On a des voitures aujourd'hui, des trains, des avions. C'est absolument énorme ce qu'on est capable de faire. Avec l'IA, c'est aussi absolument énorme ce qu'on est capable de faire. Et puis, il faut l'apprivoiser, il faut apprendre à s'en servir correctement. Et il faut pouvoir mettre des règles, travailler sur les choses qui puissent nous permettre de l'utiliser correctement. Je vais passer maintenant à une partie un petit peu plus joyeuse, qui est la partie génération d'images, que je trouve absolument folle. Parce que générer du texte de cette manière-là, jusqu'à il y a encore 1-2 ans, on ne savait pas que c'était possible, on ne l'imaginait même pas. Et puis aujourd'hui, on a aussi la génération d'images. Pareil, on ne savait même pas que ça existait ou même que c'était possible. Alors que, on le voit maintenant, alors ça c'est les images précédentes étaient toutes générées avec DALL-E 2, qui est dans ChatGPT 4. Et puis celles-ci sont plus abouties et sont générées avec Midjourney version 5. À savoir que maintenant il y a la version 6. Ça va très vite. Donc on peut créer des images artistiques absolument incroyables avec des prompts tout simples. Paper art with cat in a art nouveau style. Et là on peut zoomer, on peut aller voir, on voit vraiment les morceaux de papier, etc. Ici, c'était un arbre dont les feuilles étaient des ballons, simplement. On peut générer aussi des images amusantes, étonnantes. Donc ici, par exemple, j'ai mis a submarine à la Fort du Valais de Martigny. On voit que ça correspond assez. Donc il a des images, ça veut dire qu'il a été entraîné avec des images de Martigny, des images de sous-marins, et potentiellement foire, il sait ce que c'est qu'une foire, il a des images de foire, il mélange tout, et puis il crée cette image. Et puis il crée des images aussi qui n'existent juste pas du tout, en mixant beaucoup d'éléments, avec a camera of 1530 era filming. Donc effectivement, il n'y a jamais eu de caméra en 1500, mais il imagine qu'est-ce que ça peut être une caméra en 1500. Et du coup, ça, c'est vraiment une force incroyable. Et c'était complètement inimaginable il y a encore très peu de temps. Évidemment, les prompts, en général, il comprend mieux l'anglais, comme tous les outils relativement récents, vu qu'ils sont tous construits en anglais, ils comprennent mieux l'anglais.
bien que les parties françaises fonctionnent de mieux en mieux. On peut créer aussi des éléments de design. Ici, par exemple, une lampe, voilà, un beautiful and original eccentric wood turning ceiling light, une ultra realistic style. On peut créer aussi la nouvelle HEP. Donc voilà, je vais demander Beautiful New Haute École Pédagogique du Valais. J'ai vu aussi des vidéos justement des architectes essayer de créer des bâtiments avec. Alors c'est pas très précis, mais on arrive à avoir justement des maquettes très rapidement avec des choses qui correspondent au prompt, et puis du coup on peut déjà se faire une idée. Et de nouveau, on est plutôt au début, donc on imagine que dans relativement peu de temps, on puisse avoir des logiciels dédiés, on peut mettre les codes, etc. Et puis par contre, on peut aussi créer des fausses informations. Celles-ci sont plutôt rigolotes, mais il y en a qui sont moins rigolotes. Hein. Donc celle-ci était très connue, hein, le pape en doudoune, ça a fait le tour du monde. Celle-ci aussi ont fait beaucoup de bruit avec Trump justement en prison ou Emmanuel Macron en gilet jaune. Et puis ici, moi j'ai testé justement voir si ça marchait. Effectivement, ça fonctionne. J'ai fait la Queen Elizabeth dancing at a big hip hop party. Et c'est vachement bien, je trouve. Elle y était, hein. Moi j'y crois. Hein. Donc voilà, un peu, les possibles sont gigantesques. Et les possibles, avec le texte, avec l'image. Et puis, ça avance très, 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 très vite. Il y a encore quelque chose que je ne pensais pas mettre dans cette présentation, que je ne savais même pas qu'était possible, et que j'ai dû mettre dans cette présentation aujourd'hui, parce que je l'ai appris cette semaine, vu que c'est arrivé la semaine passée. C'est le 15 février, sortie de l'IA de génération de séquences vidéo appelée Sora de chez OpenAI. Du coup, je vais vous mettre le petit extrait. Si j'arrive à voir ma souris, elle est où? Ah voilà, elle est là-bas. Toutes les images que je vais vous montrer dans cette vidéo sont fake et générées par une IA, sauf une seule. Je vous laisse essayer de trouver laquelle. Ça y est, la génération d'images par IA vient de franchir un cap énorme avec le nouveau modèle d'OpenAI, Sora. C'est vrai que jusqu'à maintenant, les vidéos générées par IA ressemblaient à un truc super bizarre, à moitié flippant et surtout vraiment très très loin d'être crédible, comme une succession d'images dégoulinantes, un peu cauchemardesques. Selon OpenAI, Sora est capable de créer une vidéo de A à Z à partir d'une consigne texte ou bien d'une photo existante. Il peut aussi rallonger une vidéo ou y ajouter des éléments. C'est beaucoup plus difficile de capter qu'il s'agit d'une vidéo générée par une IA, mais l'outil a quand même quelques défauts, surtout quand la scène devient un peu plus complexe, comme avec la patte de ce chat et le visage de sa maîtresse. Dans la présentation de l'outil sur son site, OpenAI explique avoir travaillé avec des Red Teamers, c'est-à-dire des gens qui simulent une utilisation malveillante de l'outil pour apprendre à contrer ces aspects de cette technologie, la désinformation, le harcèlement ciblé, etc. Ils annoncent aussi que l'outil empêchera la génération de vidéos qui ne respecteraient pas leur politique, notamment le contenu à caractère sexuel ou les images mettant en scène des personnes connues. Et en ce qui concerne la capacité à repérer une vidéo faite par une IA par rapport à une vraie vidéo, OpenAI prétend travailler sur des outils permettant de détecter des images issues de Sora. Et maintenant que la vidéo est terminée, est-ce que vous avez réussi à trouver la vraie vidéo parmi toutes les fausses? Je vous donne la réponse dans 3, 2, 1, c'était celle-là. Voilà, donc on en est là, et puis il y a encore une semaine, on ne savait même pas que ça existait. Je trouve assez bluffant. Et justement, quand on imagine tous les possibles entre, on génère du texte, on génère de l'image, on génère de la vidéo, et on a aussi une automatisation, une mécanisation de tous les processus physiques aussi, hein, qui peuvent être connectés à des IA et à des processus autres. On peut tout à fait imaginer une transformation en profondeur, qu'on va voir justement tout à l'heure. Donc, comment l'utiliser? Ici, je vous fais juste une brève synthèse de comment utiliser techniquement un chatbot pour que vous puissiez, quand vous testez la prochaine fois, au lieu de dire juste « salut, ça va », de pouvoir aller un tout petit peu plus loin et d'explorer les possibilités. La première chose à faire, c'est structurer le contexte. L'IA ne lit pas dans vos pensées. C'est très puissant, mais ça ne lit pas encore dans vos pensées. Encore. Donc, il faut lui expliquer le contexte. Vous êtes qui? Vous allez faire quoi? Vous êtes où? Typiquement, si moi, je lui demande de générer un texte pour cette conférence, je lui dis, voilà, je fais une conférence sur l'intelligence artificielle pour les 50 ans de la médiathèque de Saint-Maurice. C'est une conférence d'environ 1 heure. Je suis spécialiste de e-learning et d'éducation numérique. Voilà, lui donner beaucoup d'éléments de contexte, lui expliquer tout. Parce que pour lui, je ne suis personne. Enfin, pour l'IA, je ne suis personne. Une fois qu'on a du contexte, on va décrire la tâche à réaliser. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse?
Est-ce que je veux un discours? Est-ce que je veux des idées? Est-ce que je veux une structure? Ensuite, ajouter des contraintes. Par exemple, voilà, je sais que c'est telle durée, que ce soit de tel niveau, ça se destine à des personnes de tel âge. Et puis, imposer un format de sortie. On peut créer des listes à puces, des questions, des quiz, des paragraphes, des tableaux, du code informatique, des programmes, un site internet. On peut vraiment demander à peu près tout ce qu'on veut. Et puis, d'une fois qu'on a généré la réponse, on peut s'arrêter là. Mais l'idéal et l'intérêt, c'est aussi d'affiner, dire c'est bien, mais rajoute ça. C'est bien, mais ça, c'est trop long. Ou il faudrait que ça se soit plus avec un ton amical. Voilà, affiner, demander précisément ce qu'on veut. Et puis enfin, à la fin, bien entendu, évaluer et faire les ajustements et les corrections. C'est vraiment vous qui êtes garant de ce que vous créez avec l'IA. C'est vous l'auteur ou l'autrice. Donc vous devez vraiment vérifier ce qui sort de cette IA. Pour tester, je vous propose GPT4All qui est gratuit et en local. Vous maîtrisez les données, il n'y a rien sur Internet. Et puis, vous avez aussi ChatGPT 3.5 qui est connu. Et puis la plateforme Playground, elle est moins restrictive point de vue du nombre de tokens, enfin de tokens que vous pouvez utiliser. Et puis, celle que je préfère et que je vous conseille vraiment, c'est Mistral, ici, qui est une IA qui est sortie aussi récemment, qui est une IA qui est faite par une entreprise française, donc en Europe. Et puis, elle est plus respectueuse de votre vie privée. Normalement, elle ne stocke pas ou n'exploite pas vos données ou ne les vend pas. Et elle a l'avantage aussi d'être plus légère, donc moins gourmande en énergie, parce qu'elle a été entraînée avec 10 fois moins de données que ChatGPT 4. Mais elle est quasiment aussi performante parce que la manière d'entraîner l'IA est différente. Donc vraiment, si vous voulez tester, je vous conseille huggingface.co chat. C'est là que vous allez pouvoir accéder à Mistral et à d'autres IA aussi, mais c'est celle-ci qui est la première que vous verrez. Que pour du texte, et sur Hugging Face, vous avez aussi génération d'images, mais c'est basique. Quand vous avez généré votre texte, est-ce que c'est du plagiat? C'est une question qui vient souvent, c'est pour ça que je l'évoque rapidement ici. Non, ce n'est pas du plagiat. Pourquoi? Parce que la règle du plagiat, c'est reprise en tout ou partie du texte d'autrui. Autrui, c'est une personne. L'IA, ce n'est pas une personne. Donc c'est une référence au droit d'auteur, dans lequel l'œuvre est une création de l'esprit. L'esprit, ce n'est pas l'IA non plus. Donc, ce n'est pas applicable. Le plagiat n'est pas applicable à l'IA. Par contre, on peut travailler sur l'intégrité scientifique ou l'honnêteté scientifique ou vraiment la propriété intellectuelle dans le sens où on va dire ben, ça, c'est moi qui l'ai écrit et voilà. Et puis, après, si on veut créer une limite, qu'est-ce qui est fait par l'IA ou pas fait par l'IA? C'est très difficile. Pourquoi? Parce que, ici, j'aime bien cette infographie, parce que du coup, l'élève, par exemple, ou la personne a demandé à l'IA de générer du texte, elle a copié-collé. Là, c'est assez évident. Mais, elle peut très bien avoir copié-collé et puis fait quelques modifications. Est-ce que c'est encore acceptable? Ou alors, elle a justement fait des ajustements et elle remet à l'enseignant. Ou alors, elle a créé de multiples réponses avec l'IA et elle fait un mélange. Elle prend des bouts, elle prend les meilleurs bouts, elle change, etc. C'est encore différent. Ou alors, elle écrit les idées principales et l'IA génère un brouillon que la personne après édite. On est encore un petit peu plus éloigné de simple copier-coller. Et enfin, on peut simplement consulter l'IA pour avoir des idées, pour trouver des informations. Et après, on écrit nous-mêmes le texte. Mais on a quand même utilisé l'IA. Donc c'est là qu'il y a une zone grise qui est impossible, à mon avis, ou très difficile à vraiment délimiter. Et ce n'est pas nouveau. Hein. On n'a pas attendu l'IA avec Wikipédia, avec les livres, avec les ghostwriters, par exemple, les mémoires de bachelor. Certains étudiants les font faire par des personnes qui payent 4 000 francs. Alors maintenant, ça coûte un peu moins cher, mais c'est à peu près pareil. Et puis, on a aussi, dernier cas de figure, effectivement, on n'utilise pas du tout. Citer l'IA, c'est aussi un cauchemar. Pourquoi? Parce que quand on met un prompt, on n'a pas 2 fois la même réponse. Donc on a beau mettre, j'ai utilisé cette IA, j'ai mis ce prompt, ben on ne retrouvera jamais la réponse qui a été créée par la personne. Donc il y a des essais qui ont été faits où on essaye d'aller chercher avec des services d'archives, de chat, où on peut accéder au chat exact et retrouver. Mais au final, c'est extrêmement lourd.
et puis pas sûr que ça apporte grand-chose. Et puis il y a les normes APA par rapport à la citation, qui ont rajouté justement un petit élément par rapport à la citation de IA, où on met comme auteur l'IA, la date, et puis normalement on devrait mettre le prompt aussi, mais là ils ne l'ont pas mis. Mais je trouve intéressant de mettre le prompt et puis la date, effectivement. Mais c'est partiel parce qu'on a beau retourner dans la même IA, ce ne sera pas forcément exactement la même version. Et puis, mettre le même prompt, on n'aura pas exactement le même résultat. Donc voilà. Je pense que vous l'avez vu déjà par rapport à tout ce que j'ai pu expliquer auparavant, un petit peu les limites et le potentiel, et les problèmes éthiques surtout. On va les passer en revue ici. Donc, première chose que je trouve cruciale, c'est si on s'appuie trop sur l'IA sans porter un regard critique sur ce qui est produit, c'est là qu'il y a un gros problème à mon avis. Parce que c'est là que du coup on n'est plus capable de faire la différence, plus capable de critiquer l'IA, plus capable de vraiment être responsable de ce qui est fait avec l'IA et qu'on passe complètement à côté des objectifs d'apprentissage, qu'on passe complètement à côté de ce qu'on veut faire, qu'on laisse passer des erreurs monumentales et là ça devient très très problématique. La protection des données. La plupart des services dont ChatGPT sont aux États-Unis, prennent toutes vos données et les revendent. Votre nom, tout ce que votre adresse, toutes les données que vous donnez à l'IA, tous les documents que vous donnez à l'IA, etc., ne vous appartiennent plus. Ça, c'est clair. Une partie des informations données sont fausses. On l'a vu, Ketchup est incapable de savoir combien il y a de S dedans, et c'est qu'un petit exemple. Ça s'affine, il y a de moins en moins d'erreurs, mais il y a toujours des erreurs, c'est clair. Manque de régulation et de cadre légal. Ça, c'est un problème endémique avec toutes les technologies numériques. Actuellement, il n'y a pas encore de cadre légal qui tient la route. Ça fait plus de 20 ans qu'on utilise l'informatique partout. Et puis, à part les RGPD, donc la loi sur la protection des données en Europe, il n'y a pas grand-chose. Même la loi sur l'usurpation d'identité, qui est un gros problème sur Internet. C'est facile d'usurper l'identité de quelqu'un, de lui créer un compte Facebook alors même qu'elle n'est pas sur Facebook. C'est arrivé à des professeurs qui n'étaient pas sur Facebook, des élèves lui ont créé un compte Facebook et raconté tout et n'importe quoi. C'est de l'usurpation d'identité. Mais le cadre légal, c'est le même que pour le monde physique. L'usurpation d'identité dans le monde physique, c'est très rare et ça a difficilement beaucoup d'implications. Et c'est quasiment pas puni par la loi. Donc ça doit changer. Et ça fait partie des nombreuses lois qui doivent s'adapter. Les liens commerciaux des IA, évidemment. Ce n'est pas des associations philanthropiques. Le but, c'est de faire de l'argent. Donc là, il y a clairement des intérêts en jeu et des choses qui sont très questionnables. Exploitation de main-d'œuvre bon marché. Ces informations qu'il faut catégoriser, classer, etc. Une partie, c'est fait par des machines. Mais une partie, c'est fait par des humains payés 2 $ la journée pour pouvoir faire ça. Et puis, on a aussi énormément de biais éthiques de l'IA et de censure. Et là, je vous invite à aller voir les travaux de Johan Rochelle, valaisan, qui travaille justement sur les domaines de l'éthique et de l'IA. Et il a des travaux très intéressants. Justement, il critique les biais éthiques de l'IA. Et puis les biais de genre, liés aussi quelque part aux biais d'éthique, parce que l'IA est entraînée avec une masse de données qu'on trouve sur Internet, mais cette masse de données, elle n'est pas objective, elle est fatalement biaisée. Il y aura fatalement, par exemple, beaucoup plus de poids sur les cultures occidentales, il y aura beaucoup plus d'informations sur des hommes blancs que sur des femmes plutôt africaines ou autres. Et puis du coup, ça fait que toutes les informations avec lesquelles l'IA est entraînée sont biaisées, et du coup, les résultats que l'IA propose, génère, sont aussi biaisés. Et puis, ça pose la question de comment vérifier l'info. Ça reste quelque chose d'assez crucial. Parce que sans expertise, pas de résultat expert. J'ai pu générer un mémoire de bachelor en 2h30 parce que je sais exactement ce à quoi doit ressembler un bachelor, parce que je suis expert du domaine dans lequel j'ai demandé de générer ce bachelor. Mais si on part de rien, si on n'a aucune connaissance, si on n'est pas expert, si on n'y connaît absolument rien au domaine, si on ne sait pas ce que c'est qu'un travail de bachelor, on n'a aucune chance de créer un travail qui tient la route et créer un travail qui soit bien. Et je pense que ça, c'est quelque chose à vraiment garder en tête. Et c'est exactement de la même manière, je trouve que le parallèle de nouveau avec les transports est intéressant. On peut avoir la meilleure Ferrari du monde, si on ne sait pas piloter, on va juste se planter dans un mur. Et c'est pareil avec les outils IA, par exemple. Évolution. Perspective d'avenir avant la fin, où justement vous pourrez poser vos questions. J'aimerais qu'on ait un moment d'échange et qu'on puisse justement qu'on puisse en discuter. Il va y avoir énormément de changements.
comme il y a eu énormément de changements, il n'y a plus personne qui transporte des tonnes de cailloux à pied, on le fait avec des camions. Ici, on a une étude du FMI qui est sortie dernièrement où ils disent que l'IA touchera 60% des emplois des économies avancées et environ 40% des emplois des économies moins avancées. Donc, on peut dire qu'en tout cas, la moitié des emplois vont être touchés par l'IA, ce qui est gigantesque, un emploi sur deux. Et puis, pour mettre en perspective justement cette transformation, j'ai été chercher, du coup, j'ai trouvé sur Dictionnaire historique de la Suisse, ils expliquent en fait l'impact de la mécanisation. Et de nouveau, je trouve qu'on peut faire des parallèles qui peuvent être intéressants. C'est pas pareil, hein. Bien entendu, c'est pas pareil. Mais je trouve que ça peut être intéressant. Donc la mécanisation a opéré des changements importants dans l'organisation du travail, dans l'emploi et la croissance et la productivité. Donc ça a amélioré, mais parfois aggravé certaines conditions de travail. Ça a fait disparaître des emplois, mais ça a aussi créé des nouveaux emplois. Ça a détruit des savoir-faire, mais ça a également développé des nouveaux savoir-faire et des nouvelles compétences. Et de manière générale, elle fut la cause d'un dualisme économique. Donc il y a eu vraiment une partie de l'économie qui est partie à fond sur la mécanisation et qui s'est développée, et une partie de l'économie qui n'est pas partie sur cette mécanisation, donc restée dans un certain artisanat, soit parce que ça se justifiait, soit parce qu'ils n'avaient pas envie, ou ils rejetaient ce genre de technologie, jusqu'au moment où ils n'ont plus pu faire autrement quelque part, ou alors peut-être il y a aussi encore aujourd'hui mais il y a aussi aujourd'hui des domaines où on garde ça quelque part. Donc ce que je trouve intéressant avec ce texte, c'est qu'ici on nous dit, je le disais d'ailleurs tout au début, hein, avec, vous vous souvenez l'image de Terminator, ouh là là, on va tous mourir, tout va changer, ça va être terrible. Pas vraiment. Parce que, et on le voit bien ici avec cet extrait sur la mécanisation, il va y avoir des changements, il y a des changements, et il y a toujours eu des changements. Et là, du coup, on va y faire face, et on verra justement où ça va nous mener, effectivement. Mais je trouve intéressant justement d'avoir ce regard sur la mécanisation des actes manuels, et puis on va avoir une optimisation des actes, des tâches cognitives, que je trouve voilà, assez fascinante, qui va changer beaucoup de choses, mais je pense qu'on peut justement tirer parti de cette expérience pour aller de l'avant. Et puis, j'aimerais terminer sur le rôle de la médiathèque et après sur le rôle de l'humain. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi le rôle de la médiathèque en lien avec l'IA? Donc, on est à la médiathèque de Saint-Maurice. Qu'est-ce que sera la médiathèque dans 50 ans? Ici, j'ai demandé à Dali d'imaginer la médiathèque de Saint-Maurice en 2070. On a une image ici. Alors, je ne sais pas si elle ressemblera à ça. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le rôle de la médiathèque, quelque part, les rôles de la médiathèque et des médiathèques restent extrêmement importants. C'est-à-dire fournir un accès à l'information. Et ça n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Parce qu'il faut fournir un accès à l'information, à la culture et au divertissement. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on y a accès, paradoxalement. Sur le smartphone, on a accès à tout et rien. Mais on n'a pas accès aux derniers algorithmes, on n'a pas accès à la VR, on n'a pas accès à une information triée et sélectionnée, comme ça a été très bien dit tout à l'heure. C'est vraiment un travail de fond qui est fait. Promotion de la lecture, l'apprentissage tout au long de la vie et l'inclusion numérique. Tous des éléments qui sont essentiels. La lecture, si on ne sait pas lire, un chatbot, ça ne nous sert à rien du tout. Hein. Et du coup, c'est super important de savoir lire, de savoir bien lire, de comprendre ce qu'on lit, et puis d'être capable d'analyser. Et puis, espace communautaire qui favorise l'échange d'idées, exactement comme ce soir, où on se rencontre, on est là ensemble, on peut discuter, on peut échanger. Et ça fait partie des éléments essentiels de la médiathèque, qui font partie des éléments essentiels de l'humain, et qui sont vraiment à privilégier. Et je pense que l'IA et toutes les technologies permettent de mettre en avant toutes les capacités de nos outils, mais mettent aussi en avant l'importance d'être ensemble, de se rencontrer, de se connaître, de discuter ensemble. Parce que sans ça, on a beau avoir tous les outils qu'on veut, on ne sera jamais capable de construire quoi que ce soit. Et puis, lié aux technologies, je pense que la médiathèque peut avoir le rôle de réduire la fracture numérique, parce qu'actuellement, il y a des gens qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, ils ne savent pas ce que c'est l'IA, ils n'ont pas les compétences, ils ne savent pas analyser une information, ou ils ont des problèmes, des difficultés de lecture, ils ont des difficultés à trier l'information. Je pense qu'un des rôles, c'est ça. Éduquer aux nouvelles technologies, c'est aussi super important, parce que ce n'est pas parce qu'on sait scroller sur Instagram ou TikTok qu'on maîtrise les technologies, au contraire.
Et puis, donner accès aux dernières technologies, ça peut être intéressant aussi, je trouve, par exemple, de pouvoir dire, ben voilà, quand vous venez à la médiathèque, vous avez accès aux dernières technologies qui sont payantes, qui sont chères, qui ne sont pas accessibles à tout le monde, du coup, et qui accentuent cette fracture numérique. Former l'esprit critique. Former à l'esprit critique, c'est aussi extrêmement important. Encore plus aujourd'hui, vu qu'on a tellement d'informations et tellement de fake news et tellement de difficultés à trouver la vraie information ou une information de qualité. Et puis permettre aux individus d'être des citoyens à l'ère numérique, donc de pouvoir être vraiment quelqu'un qui vote, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui fait sa place dans la société et qui a son mot à dire. Et puis le rôle de l'humain, donc de nous tous, je pense qu'il faut absolument apprendre à utiliser cet outil afin qu'il soit à notre service et non l'inverse. Donc ça veut dire travailler sur la complémentarité et pas s'appuyer que sur l'outil, mais bien être complémentaire. Augmentation des capacités humaines, donc ça doit vraiment augmenter ce qu'on est déjà capable de faire et le faire encore mieux, le faire encore plus précisément, le faire de manière encore plus détaillée. Collaboration humain-machine, on parle bien de collaboration et pas d'asservissement comme ça peut des fois l'être. Éthique et responsabilité, ça c'est vraiment notre rôle aussi de garantir l'éthique et la responsabilité. D'avoir une régulation, d'avoir un accès équitable et que la transformation du travail se fasse de manière progressive, harmonieuse et qu'on en tire parti, que ça puisse être utile. Et puis, je termine par esprit critique, justement, parce que l'esprit critique, c'est exactement ça dont on a besoin pour pouvoir travailler sur les différentes IA, les différents outils, quels qu'ils soient. Mot de la fin. Pour le mot de la fin, bien entendu, j'ai utilisé l'IA. Alors, j'ai d'abord commencé par générer une image de moi. Donc, j'ai demandé dans DALL-E 2 de générer le portrait d'un professeur valaisan qui enseigne l'éducation numérique, qui a 40 ans et qui est un peu geek. Alors, c'est ça l'image qu'il a générée. Donc, on voit déjà les biais de l'IA. Hein, c'est très stéréotypé et c'est assez amusant. La ressemblance n'est pas totale. Après, j'ai demandé de générer un texte de fin à ChatGPT 4. Je lui ai dit, crée une petite phrase de fin de conférence sur l'IA. Ça doit être inspirant et drôle, positif et ouvert. Bien entendu, il savait de quoi je parlais parce que je lui avais donné le contexte avant. Hein. Parce que pour préparer cette conférence, j'ai travaillé avec ChatGPT pour trouver des idées, pour générer des bouts de texte, pour trouver l'explication, pour trouver des sources, etc. Et ensuite, j'ai été dans HiGen et je lui ai demandé d'animer cette image que j'ai faite avec DALL-E. Souvenons-nous que si l'intelligence artificielle peut calculer la trajectoire d'une comète ou composer une symphonie, elle est encore loin de savoir apprécier la saveur d'un bon plat ou le frisson d'une première étoile filante. Alors, tandis que nous avançons à grands pas dans cette ère technologique, gardons en tête que c'est notre humanité, avec ses rêves, ses espoirs et ses éclats de rire, qui inspirent le vrai progrès. Ensemble, cultivons cette merveilleuse alchimie entre l'homme et la machine, où chaque innovation est un pas de danse vers un futur où l'intelligence artificielle ne nous remplace pas, mais nous complète, toujours avec une pointe d'humour. Car, après tout, le dernier rire, c'est nous qui l'aurons. Voilà. Après, vous avez les sources, quelques IA à tester, et puis les sources, références. Une conférence de Florian Meyer que je trouve très intéressante aussi ici. Et puis, on a un petit peu de temps justement pour vos questions éventuelles.